Ce gars se réveille dans une cage en métal. Il est nu et ne sait pas où il est. En regardant autour, il voit d'autres cages avec des malheureux qui vont bientôt devenir des esclaves. Mais Jin ne s'en préoccupe pas du tout. Quand une bandite arrive pour les nourrir, il se lève tranquillement et déchire la cage comme si de rien n'était. La fille, choquée de voir à quel point il a brisé le métal, a peur qu'il la tue. Mais au lieu de la frapper, notre gars la soigne et découvre qu'elle aide les bandits parce qu'ils ont capturé son petit frère. Jin décide de s'occuper de ces scélérats tout de suite. Il écrase la porte et envoie le premier bandit voler. Et il ne se préoccupe même pas d'être nu. Jin les élimine un par un, laissant des tas de bandits à terre. Les bandits, choqués, n'ont aucune chance. Il est trop rapide et fort. Enfin, il atteint leur chef. Ce scélérat, bien qu'il soit considéré comme fort ici, n'essaie même pas de riposter. En voyant comment notre gars gère les derniers bandits, il lui demande d'attendre et ce qu'il veut. De l'argent et des esclaves, pas de problème. Mais Jin finit les bandits restants et s'approche. Ce chef bandit ne comprend pas pourquoi il ne peut pas utiliser ses pouvoirs spirituels, ni pourquoi ce type nu est si fort. Jin le fixe comme un insecte pathétique, et le scélérat réalise qu'il est foutu. Il commence à courir pour montrer son dernier recours, une cage avec un monstre. Le chef bandit est sûr que notre gars est cuit. Mais quand le monstre attaque, Jin bloque facilement son coup. Maintenant, ce scélérat est vraiment choqué. Il s'avère que Jin a une constitution surhumaine. Et ce n'est pas tout. Il utilise son pouvoir divin pour anéantir le monstre avec un rayon d'énergie. Puis, il se retourne vers ce scélérat pour le frapper pour ce qu'il a fait aux pauvres âmes. Mais pourquoi Jin est-il si fort et d'où vient ce pouvoir? Eh bien, tout a commencé il y a 100 millions d'années. Une catastrophe massive a frappé la Terre, anéantissant l'humanité. La graine de ce fléau a germé lorsqu'un virus mystérieux a commencé à muter les animaux, les transformant en monstres terrifiants appelés corruptors. En quelques années, l'épidémie s'est répandue si rapidement que l'humanité a perdu 99% de sa population. Les derniers vestiges de l'humanité ont lutté pour tenir le front. Malheureusement, la guerre conventionnelle s'est révélée inefficace contre ces bêtes. Poussés par le désespoir, les humains ont commencé à expérimenter sur leur propre espèce. Parmi tous les essais, Jin Shidu était le seul sujet de test à montrer des résultats. Avec lui, les scientifiques ont conçu un contre-virus composé de nanomachines destinées à restaurer l'environnement corrompu de la planète. Armé de ces nouvelles capacités inégalées, Jin est devenu le sauveur surhumain de ce monde, essayant toujours de protéger les derniers foyers d'humanité. Mais finalement, c'était en vain. Ils étaient tout simplement trop tard, et même les derniers survivants humains ont péri. Ne restant plus personne à protéger, l'existence de Jin semblait dépourvue de sens, ayant échoué à sa mission. C'est du moins ce que pensait sa scientifique amie Kagura. Mais Jin avait une vision différente. Pour lui, il restait une raison de continuer. Même s'il ne pouvait pas sauver la population actuelle, il restait convaincu que ses pouvoirs pourraient bénéficier aux générations futures. Avec les nanomachines déjà à l'œuvre pour purger l'influence des corruptors, il était optimiste quant à la restauration de la Terre et prêt à attendre ce jour. Ainsi, Kagura l'a mis dans une capsule d'hibernation pour le garder en vie pendant les siècles à venir. Pendant que Jin dormait en stase, les monstres ravageaient la planète. Pourtant, alors que les décennies devenaient des siècles et que les siècles se mêlaient aux millénaires, le changement environnemental mondial a commencé à s'accélérer. Ces créatures mutées se détérioraient, laissant place à de nouvelles espèces. Ce cycle d'évolution a continué pendant 100 millions d'années, nous menant finalement à une scène où un trio de nouveaux êtres humanoïdes évolués tentent désespérément de fuir un monstre terrifiant. Les survivants paniqués trouvent une ruine ancienne et se cachent rapidement à l'intérieur. La bête démoniaque sans relâche fait irruption dans l'installation après eux. Coincé sans issue, le trio est prêt à devenir un dîner satisfaisant pour la créature. Dans un dernier cri désespéré, la fille du groupe appelle à l'aide, priant le dieu gardien du village de les sauver. Miraculeusement, ces mots sont entendus, déclenchant le réveil de notre gars, qui dormait dans la capsule juste derrière eux depuis 100 millions d'années. L'humain ancien libère un rayon d'énergie, anéantissant le monstre sur le coup. Le trio, confus, n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, et la situation devient encore plus folle lorsqu'un homme nu surgit de nulle part. La première chose que ce gars nu fait est de chercher ses vêtements, qui sont soigneusement préservés dans une boîte indestructible que son ami Kagura a développée. Après avoir démarré les anciens systèmes du laboratoire, il découvre qu'il a en gros accéléré 100 millions d'années dans le futur. Bien que le passage des éons ait corrompu la plupart des données, c'est un véritable miracle que les machines fonctionnent encore. Il semble que le virus de nanomachine créé par Kagura ait fait exactement ce qu'il devait, anéantissant les corruptors qui aident à préserver l'installation. Il trouve aussi un cube de communication laissé par son vieil ami, bien que son contenu reste un mystère pour l'instant.
Il se tourne ensuite vers les locaux humanoïdes, oubliant complètement qu'il est nu. Réalisant qu'il y a des enfants qui le regardent, il se dépêche de s'habiller, retrouvant le même look frais qu'il avait il y a des millions d'années. Peu après, il sort de l'installation avec le trio et est instantanément ébloui par le soleil intense à l'horizon. Il ne s'attendait pas à une vue si vibrante. Le paysage devant lui est magnifique, un contraste frappant avec le désert apocalyptique qu'il connaissait autrefois. Les enfants retournent immédiatement vers leur village, insistant pour que leur dieu gardien les suive. Notre garçon, lui, est trop préoccupé à comprendre de quelle espèce il s'agit. Après tout, l'humanité devrait déjà être réduite en combustible fossile. Ces humanoïdes avec des traits animaux distincts doivent être le résultat de millions d'années d'évolution, mélangés à l'interférence continue des nanomachines. De plus, ces gens parlent exactement la même langue que celle utilisée par les humains il y a des éons, ce qui implique fortement qu'ils descendent de la même racine. Il se présente comme Jin Shidu et demande à être appelé par son prénom. La fille aux oreilles de chèvre est Akama Phil, le gars koala s'appelle Dampo, et la fille chat à côté est Shandy. Akama décide de garder le reste des politesses pour plus tard et commence à traîner Jin, expliquant que son village est juste au coin. Elle est désespérée de ramener leur nouveau dieu gardien chez eux pour qu'ils puissent repousser les envahisseurs actuels. Tragiquement, à leur arrivée, le village a déjà été pillé et dévasté, avec plusieurs établissements complètement en flammes. Shandy perd complètement son calme devant ce spectacle catastrophique et se précipite en panique pour retrouver sa mère. En observant les dégâts, Jin prend un instant pour réfléchir à leur situation désespérée. Il remarque que les fortifications du village sont fragiles, les murs et maisons étant en bois simple. Ce détail rend évident que cette nouvelle civilisation est technologiquement bien en retard par rapport à l'ère humaine qu'il se souvient. En s'enfonçant plus profondément dans le village, Jin aperçoit une femme qui se bat contre un monstre bizarre. D'un seul coup d'œil, il est évident qu'elle peine à se défendre. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que la créature qu'elle affronte ressemble exactement aux corruptors d'il y a des millions d'années. De plus, les corruptors survivants ne sont pas les seules choses inhabituelles ici. La petite Akama semble connaître une sorte de technique magique qui la fait briller. Finalement, son intervention s'avère inutile. Jin se précipite en avant et met hors d'état de nuire le monstre d'un coup de pied dévastateur. Se déplaçant rapidement, il prend la femme âgée blessée dans ses bras et s'éloigne de la zone de danger, laissant à la petite Akama une ouverture claire pour porter le coup final. Canalisant sa magie, elle libère une petite boule de feu qui a un impact énorme, mettant officiellement le monstre hors de combat. En observant la créature morte, Jin confirme sa théorie. Les nanomachines atmosphériques ont effectivement privé ces monstres de leur légendaire capacité de guérison. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment une fille du coin a pu utiliser ces mêmes nanomachines. Son hypothèse est que ces gens tirent des particules de nanomachines de l'atmosphère et les canalisent en sorts offensifs, un peu comme lui. Le hic, c'est que historiquement, seuls les humains purs pouvaient manipuler cette technologie. Il exprime directement sa curiosité à la femme qu'il vient de sauver, se demandant si tout le monde à cette époque possède une telle magie. Elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'il veut dire, mais précise que seuls quelques élus peuvent réellement utiliser ce pouvoir. Dans leur culture, on croit que seuls ceux bénis de pouvoirs divins peuvent utiliser cette magie. Dans leur village, il n'y a pas plus de 4 personnes qui détiennent cette distinction. Jin n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre. Les pouvoirs divins, c'est leur façon primitive d'expliquer la manipulation des nanomachines. Akama se précipite vers sa grand-mère et demande des nouvelles des autres villageois, découvrant qu'ils ont déjà évacué. Cette déclaration soulage le trio, mais la grand-mère s'inquiète de pourquoi les enfants sont revenus dans le village dangereux, au lieu d'évacuer avec les autres. Après tout, la bête qu'ils viennent de combattre n'était qu'une larve comparée aux monstres adultes qui terrorisent la région. Soudain, une voix de raison perce la tension, rassurant la vieille dame qu'il n'y a absolument rien à craindre. Ce géant envahisseur dont elle a parlé, ce nouveau venu affirme pouvoir l'éliminer à lui seul. La grand-mère est choquée de voir ses visages familiers de retour dans la zone de guerre et questionne immédiatement l'homme sur les autres villageois. Le guerrier aux cheveux bleus confirme que le reste des civils atteint le refuge en sécurité. Il s'avère que l'homme âgé qui accompagne ce gars aux cheveux bleus est en fait le père de Akama. Les deux se retrouvent avec émotion. Naturellement, il veut savoir où elle est allée. La fille avoue qu'elle s'est rendue à la porte scellée, choquant sa grand-mère. La vieille femme est furieuse que Akama ait osé entrer dans ce territoire maudit. Selon la légende locale, le domaine derrière cette porte appartient au dieu gardien du village. Menacée par l'invasion de monstres, la petite Akama est allée chercher de l'aide auprès de la divinité. Et, comme elle le souligne fièrement, le dieu littéral de leur légende se tient juste à côté d'elle. Compréhensiblement, la grand-mère est très sceptique, refusant catégoriquement de reconnaître ce jeune homme comme leur protecteur divin.
Pire encore, d'après son apparence, il suppose que notre garçon appartient à une espèce inférieure, rendant l'idée de lui accorder un tel titre sacré complètement ridicule. Intervenant, la petite Shandy essaie de convaincre son frère aux cheveux bleus que Jean est le vrai deal. En réponse, son frère très préjugé se dépêche de rejeter ces affirmations, pointant spécifiquement les oreilles humaines ordinaires de Jean. Dans leur société, quiconque n'hérite pas de traits animaux distincts est classé comme un être inférieur. Pour ce gars, sa petite sœur fonctionne juste sous un énorme malentendu naïf. Pourtant, la petite fille reste ferme, révélant fièrement que cet homme a facilement vaincu l'envahisseur qui les poursuivait. Peu impressionné, son frère balaie cela d'un revers, affirmant qu'il peut abattre un envahisseur facilement. Se tournant vers notre héros, qui a déjà l'air complètement épuisé par toute cette absurdité, le guerrier aux cheveux bleus menace l'intrus, lui disant de quitter le village immédiatement car ils n'ont pas de place pour un être de sang inférieur. L'appareil passe juste devant Jean, continuant à parler. Il est tellement imbu de lui-même qu'il prend volontairement le risque de tuer le géant envahisseur tout seul. Au fait, ce bleu arrogant s'appelle Sar. La grand-mère devient visiblement inquiète face à la décision imprudente que Sar vient de prendre. Elle se tourne ensuite vers Jean. Même si elle se moque encore de qui il est vraiment, elle admet qu'il serait incroyablement impoli de ne pas exprimer sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Après ses remerciements, elle demande une dernière faveur, aider à escorter les enfants vers la sécurité du refuge pendant qu'elle s'assure que Sar ne jette pas sa vie par arrogance. Sans surprise, notre garçon refuse catégoriquement de se plier. Ils ont remis en question sa fierté, et il ne va pas rester là à les laisser piétiner. Il va leur prouver qu'il n'est pas un simple spectateur ni une espèce inférieure. La scène se déplace logiquement vers le lac voisin, qui abrite actuellement le monstrueux et massif monstre. Sar est enfin arrivé sur les lieux, et le gars ne fléchit même pas avant de se mettre en position de combat. Avec sa lance et son corps chargé d'un tonnerre crépitant comme Zeus, il exécute une course éclair vers la bête. Pour contrer, la créature vile utilise littéralement sa propre progéniture comme projectile. Heureusement, ces larves visqueuses et mal nourries sont des cibles faciles pour la lance électrisée de Sar. Le chemin dégagé, Sar profite de l'ouverture, bondissant haut dans les airs pour infliger une coupure dévastatrice directement sur le visage du monstre. Ce dernier pousse un cri de douleur. Bien sûr, on sait tous que ce n'est pas si simple, et nous avons raison. À la grande consternation de Sar, la plaie béante du monstre se régénère immédiatement. Le choc paralyse le guerrier aux cheveux bleus, le rendant vulnérable à une contre-attaque mortelle qu'il ne peut esquiver. Mais comme prévu, Jean intervient à la dernière seconde, bloquant sans effort le coup massif comme si de rien n'était. Sar, l'imbécile autrefois inébranlable, reçoit soudain une énorme leçon de réalité, et le spectacle ne fait que commencer. Le monstre recule pour lancer une nouvelle attaque avec le double de force. Cependant, notre gars ne laisse même pas à la créature l'occasion de frapper. D'un simple claquement de doigts, Jean crée un trou net dans la chair du monstre. Le petit arrogant regarde, ébahi, le spectacle. Peu après, le reste du groupe se rue vers le bord de l'eau. Ils n'ont même pas fini de reprendre leur souffle après la folle course que leur mâchoire tombe à nouveau, voyant notre garçon bloquer le colossal monstre d'une seule main, tandis que le monstre continue d'essayer d'appliquer une force immense. Jean commence vraiment à s'ennuyer de cet échange. Décidant de mettre fin à tout ça rapidement, il attrape Sar par la taille et saute sur le côté. Au moment où la caméra s'éloigne, on voit le monstre massif complètement transpercé par l'énergie de Jean. Sar argue frénétiquement que les attaques spectaculaires sont inutiles si le monstre peut juste régénérer indéfiniment. Heureusement, Jean a déjà pris en compte ce facteur. C'est précisément là que les nanomachines sont utiles, neutralisant activement la régénération cellulaire du monstre. Les dégâts infligés par Sar plus tôt étaient en fait considérables, mais la coupure était trop superficielle pour surcharger le facteur de guérison de la créature. À ce stade, Sar est pratiquement en pleine crise mentale, réalisant que ce gars inférieur pourrait en fait être leur dieu gardien. Avec humour, Jean nie rapidement avoir des racines divines qui pourraient le qualifier pour un tel titre. Ce qu'il sait pour sûr, c'est que la raison de sa survie est de protéger les gens du futur et d'éliminer les monstres qui se tiennent devant lui. Furieux, la bête grogne et agite sa massive queue, essayant désespérément d'écraser le héros agile qui continue de glisser à travers ses défenses comme de l'eau. Ayant rapidement formulé une stratégie gagnante, Jean immobilise complètement la créature en l'enfermant dans des cristaux de glace jaune épais. Alors qu'il charge un coup critique garanti pour réduire la bête en miettes, il se présente enfin correctement. Il se déclare un monstre né directement de la tragique folie de l'humanité. Il est un vestige qui a survécu à 100 millions d'années de sommeil. L'arme désignée censée purifier la Terre de cette menace horrible. Sar n'est pas exactement en position de comprendre ce que ce gars raconte, mais la seule chose qui l'intéresse en ce moment, c'est de savoir si Jean peut vraiment tenir ses énormes promesses.
Eh bien sûr que Jin le peut. Fr. Après tout, il est le produit d'innombrables expériences brutales, une arme née de l'histoire sanglante de l'humanité. Il est le premier, le dernier et le seul véritable humain dans ce monde. Fr. Avec son introduction terminée, Jin libère une attaque énergétique si intense qu'elle incinère instantanément le monstre. Fr. Le rayon est d'une puissance inimaginable, traversant l'atmosphère terrestre et perçant le vide spatial, garantissant aucune chance au monstre de se régénérer. Fr. Avec le monstre définitivement mort, Sar perd complètement l'envie de parler, sa vanité ayant été remise à sa place. Pendant ce temps, quelqu'un semble observer Jin de près depuis les buissons. Fr. Cette mystérieuse femme a été envoyée pour surveiller le nouvel envahisseur signalé près du lac. Elle ne s'attendait pas à être témoin d'un tout autre type de monstre en action. Fr. Pour elle, même les hauts gradés des nuits sacrées dans la capitale royale n'oseraient pas affronter une telle menace. Pourtant, cet inconnu a rendu cela facile comme tout. Fr. L'espionne est si excitée qu'elle ne peut contenir son enthousiasme de relayer tout ce qu'elle vient de voir à sa guilde. Plus tard dans la journée, Jin écoute enfin le message holographique vieux de millions d'années laissé par son ami Kagura. Fr. Son ami numérique commence par reconnaître que des millions d'années doivent s'être écoulées depuis que Jin a regardé ça. Avec ce bond temporel, Kagura se demande à quoi ressemble l'avenir de la Terre et si l'environnement s'est réellement rétabli. Fr. Dès le départ, il annonce la mauvaise nouvelle. Les corruptors ne disparaîtront jamais vraiment, même si le monde se rétablit considérablement. Et honnêtement, c'est déjà évident, Jin vient de finir de combattre l'un d'eux. Fr. Kagura révèle que pendant que Jin était en hibernation, il est lui-même entré en sommeil froid pour observer les changements globaux. Grâce à la restauration de l'environnement, le nombre de corruptors diminuait lentement. Fr. Malheureusement, avec l'évolution de l'écosystème, les corruptors ont commencé à s'adapter, prouvant que le monde ne pourra jamais se débarrasser de cette menace. Fr. Pour contrer cela, Kagura explique qu'il a modifié génétiquement les nouvelles formes de vie, leur donnant le potentiel de résister aux corruptors, au lieu de devenir leur proie. De plus, il a laissé un énorme bonus pour notre héros. Fr. Oui, cette seringue inquiétante pleine de liquide vert lumineux est exactement ce dont Jin a besoin pour l'injecter dans ses veines. En le faisant, son corps commence à crépiter et à irradier d'énergie arcane. Le sérum lui confère 100% de compatibilité avec les nanomachines. Fr. Une fois l'intégration terminée, Jin acquiert l'incroyable capacité de générer des objets physiques par transformation des nanomachines. Le meilleur? Cette amélioration n'est que la pointe de l'iceberg. Son ami a caché d'autres bonus à travers le monde. Fr. Il ne les a pas tous stockés au même endroit, au cas où les corruptors détruiraient une installation et effaceraient tout d'un coup. De plus, cette chasse au trésor garantit que Jin devra voyager à travers le monde et découvrir la magnificence de ce nouveau monde. Fr. Kagura admet qu'il n'a aucune idée de la menace que représentent les corruptors à cette époque lointaine, mais il est certain que l'avenir est bien plus radieux que la réalité apocalyptique qu'ils ont laissée derrière eux. Fr. Au fur et à mesure que le message avance, la projection holographique montre à quel point le pauvre scientifique a vieilli. C'est un moment doux amer, car Kagura exprime une profonde tristesse, sachant qu'il ne pourra jamais voir ce monde magnifique et restauré. Fr. Après avoir officiellement passé le flambeau et confié l'avenir à Jin, le message se termine enfin. Juste à ce moment-là, Akama et le reste du groupe arrivent, cherchant activement leur soi-disant dieu gardien. Fr. Elle et le gars Koala, Danpo, sont venus le ramener au village car toute la communauté l'attend avec impatience. En rentrant, le regard perçant de Jin aperçoit une clé d'accès à un ancien laboratoire pendu au cou de Akama. Fr. Curieux, il demande des détails sur le pendentif, se demandant comment elle l'a obtenu. Akama explique qu'autrefois, un individu incroyable a dit à ses ancêtres de le transmettre comme un charme protecteur. Fr. La légende disait que si un danger imminent menaçait le village, cette clé invoquerait le dieu gardien pour les protéger. En entendant cela, Jin est profondément ému. Il est ravi que son ami ait fait tant d'efforts pour tout préparer pour lui, se sentant redevable envers Kagura. Fr. Au centre du village, une fête bat déjà son plein. Pendant que tout le monde se régale et boit, les enfants ramènent enfin leur gardien sous les projecteurs. Fr. Cependant, l'ambiance change légèrement lorsque les adultes commencent à bavarder en voyant une créature d'espèce inférieure. Pour eux, il est incompréhensible qu'un être biologiquement ordinaire puisse avoir le titre légendaire de dieu gardien. Fr. Juste au moment où ils doutent bruyamment du potentiel de notre héros, Sar se lève soudainement et s'en prend au groupe pour oser critiquer leur sauveur. Il n'hésite pas à donner quelques coups bien mérités. Fr. Après tout, ces hypocrites étaient les mêmes lâches qui s'étaient enfuis dès que le danger s'est présenté. En observant cette scène,
Akama et Dampo peuvent presque sentir l'hypocrisie émaner de Sar. Fr. Après tout, il était littéralement le premier à se moquer et à douter de la force de Jin quelques heures plus tôt. La grand-mère du village s'avance pour s'adresser personnellement à Jin. Se sentant redevable, elle tente d'exprimer sa gratitude au nom de tout le village. Fr. La réalité, c'est que sans son intervention opportune, aucun d'eux ne serait là. Le village aurait été réduit en cendres. Fidèle à lui-même, Jin balaie les flatteries, insistant sur le fait que c'était juste son travail. Fr. Pourtant, il sait que ces gens ne le laisseront pas partir sans lui donner quelque chose. Au lieu de richesse, il demande des informations. Jin veut un aperçu détaillé de l'état actuel du monde. Fr. Malheureusement, des villageois isolés ne peuvent pas répondre à une question géopolitique aussi complexe. Il lui conseille donc de se rendre à la capitale royale, où réside le roi de Kermosia. Fr. Dans la capitale, où se rassemblent des gens de tous horizons, c'est un grand centre pour les affaires mondiales et les infos essentielles. Des marchands de Kodama y vont souvent pour vendre des produits en fil de verre à soie. Fr. Bien que le chemin vers la capitale soit long et dangereux, la grand-mère pense que Jin est loin d'être un Joe ordinaire. Fr. Elle confie même à Akama le soin d'être son guide officiel, suggérant à Jin de l'emmener avec lui, car elle prévoyait déjà d'aller à la capitale royale, étant l'une des rares à pouvoir manier des pouvoirs divins. Elle veut s'inscrire dans l'académie prestigieuse dédiée à la formation des utilisateurs de magie. Fr. Jin est vraiment surpris d'apprendre que des établissements d'enseignement formels existent encore à cette époque. Soudain, il devient clair que notre héros a gagné une admiratrice très bruyante et très fidèle. Sar se porte volontaire pour être le garde du corps personnel du dieu gardien lors du voyage. Fr. La vieille femme le rabroue, rappelant à Sar qu'il n'a aucune raison de visiter la capitale. Pourtant, Sar se vante d'avoir un but, rejoindre le prestigieux Saint-Ordre de la Nuit. Mais la grand-mère sait que c'est une illusion. Fr. Elle souligne sans ménagement que Sar n'a même pas réussi à être accepté dans l'académie de base, donc rejoindre l'élite des nuits est un énorme défi. Cela prend Jin au dépourvu. Considérant Sar comme un utilisateur de pouvoir divin, Jin pensait que le gars passerait le processus d'admission sans effort. Akama lui explique le hic. Il y a un examen écrit obligatoire pour filtrer les idiots, et Sar est tragiquement victime de sa propre bêtise. À part ça, Jin devient de plus en plus curieux de cette élite connue sous le nom de Saint-Ordre de la Nuit. En parlant de ça, la scène passe du village à un chevalier lourdement armé. Il est visiblement choqué d'apprendre que le géant qui terrorisait la région de Kodama a déjà été complètement anéanti. Celle qui annonce cette nouvelle incroyable est la même espionne qui observait le combat au lac depuis les buissons. Le chevalier exige qu'elle confirme les faits une fois de plus, et la fille corrobore son histoire sans hésitation. Le Saint-Ordre est en totale incrédulité. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'auraient jamais imaginé que quelqu'un en dehors de leur ordre élite ait la capacité de vaincre un monstre de ce calibre. Au milieu de leur débriefing, un corrupteur tente soudain d'attaquer l'espionne, sautant sur son dos exposé. Le chevalier réagit vite, dégainant son épée pour trancher le monstre en deux. Plutôt que de fuir, il prend une décision audacieuse. Il est officiellement trop intrigué, désireux de retrouver le mystérieux homme qui a abattu une si énorme bête. Jin se réveille dans une magnifique matinée, savourant l'air, ayant encore du mal à croire qu'il puisse apprécier un tel paysage. Une partie de lui regrette que son cher ami Kagura ne soit pas à ses côtés. Un enfant lui apporte ses vêtements, pressant le dieu gardien de les mettre. Dans la scène suivante, on voit notre garçon près du village. La grand-mère de Takama lui dit de bien remplir son rôle de guide, tandis que Sar fait son air exaspéré de ne pas pouvoir être celui qui guide Jin. Jin s'intéresse particulièrement à lui et loue même ses mouvements, lui promettant qu'il l'attendra à la capitale royale. Ce commentaire fait de Sar une fangirle, souhaitant le meilleur au dieu gardien et espérant qu'il prenne soin de Akama. On dit à Akama de rester en sécurité, et ainsi, le voyage des deux commence avec leur départ. Le nain et le grand homme marchent ensemble, admirant des paysages magnifiques. Akama lui montre les lieux, puis Jin demande combien de temps avant la capitale. Apparemment, il reste 4 jours de marche, ce n'est pas si loin, mais elle est curieuse de ses motivations pour explorer le monde. Il refuse de partager. C'est un secret. Au fond de lui, Gojo sait que les corrupteurs sont toujours en vie d'après la description vague de Kagura, et il a même rencontré quelques-uns d'eux à cette époque. Leur taux de reproduction normal se produit uniquement dans des environnements détruits et pollués, ce qui est l'exact opposé de cet endroit, ce qui signifie que quelque chose ou quelqu'un provoque un changement en coulisses qui doit être investigué. Akama a peur de le voir si sérieux en réfléchissant, alors il s'excuse auprès d'elle. Jin comprend que cette époque n'est pas entièrement dominée par les corrupteurs. Des signes de survie sont clairs et présents.
Son premier objectif principal est d'étudier les gens de cette époque, puis de s'occuper des corruptors. Étudier les monstres n'est pas si difficile, il peut le faire à son rythme. En plus de ça, il veut un changement immédiat et demande à Akama de ne plus l'appeler Dieu gardien. Elle lui accorde trop de respect, et il doit l'inciter à l'appeler simplement Jin. Le bruit d'un cheval au galop attire leur attention. Un saint chevalier est arrivé avec son équipe, demandant à avoir un moment avec notre duo. Ce gars ressemble à un prince charmant ordinaire, mais Jin s'en fiche et lui demande son identité. Venant de l'ordre saint, le capitaine de la 7e division se présente comme Argus Sultan. Le concept de saint chevalier est encore nouveau pour notre garçon, qui se demande si ce sont ces êtres intéressants dont les villageois parlaient. Parmi l'équipe d'Argus, une chevalière gâtée fait une scène et rugit au commun pour avoir ignoré son leader en refusant de se lever. Elle dit à son capitaine que ces deux-là sont les coupables, mais Argus lui demande de se calmer. Karina s'agite pendant que le saint chevalier parle à Jin avec plus de respect. Arbois est simplement curieux des paroles de Karina plus tôt, mais le saint chevalier balaie cela en disant qu'elle était juste impolie. Argus change alors de sujet et demande l'identité de l'homme, d'où il vient, où il se dirige ensuite. Akama dit qu'ils viennent du village de Kadama, en route vers la capitale royale. Karina s'en sert comme preuve, les accusant d'être une espèce inférieure. En fait, elle fait un exposé prétentieux, se croyant à 3000 de QI en révélant les êtres inférieurs de Kadama. Jin est en fait fasciné par les avancées de ce monde en entendant qu'il y a des registres de naissance, mais Argus intervient encore et stoppe Karina pour ses suppositions imprudentes. En fait, il peut dire que la petite Akama porte des vêtements spéciaux de Kadama, qui sont réputés de haute qualité, même à la capitale. Les enfants du village ne portent pas de tels vêtements royaux, confirmant donc qu'ils viennent bien du village, prouvant encore une fois que Karina a tort. Bien qu'il soit sûr de la petite fille, Argus dégaine son épée et la pointe vers l'homme devant lui, le déclarant différent des autres. D'abord, il n'a jamais vu les vêtements de ce gars, se demandant d'où il vient. Le saint chevalier explique que de nombreux bandits hantent la route entre le village de Kadama et la capitale. Cet homme pourrait être l'un d'eux, et Akama semble complice tout en jouant l'innocente. La petite fille essaie de nier, mais il ne croit pas un mot. Sans réfléchir, Akama charge une attaque, seulement pour être acculée par plusieurs épées magiques la pinçant de toutes parts. Elle reçoit les éloges du saint chevalier pour avoir un pouvoir divin. Bien que notre garçon soit impressionné par la puissance d'un saint chevalier, les capacités d'Argus sont fortes. Jin le voit tout de suite, et maintenant qu'il est en position d'autorité, le saint chevalier exige une explication sur l'origine de l'homme. Cette info sera décisive pour savoir si notre garçon vivra ou non. En l'entendant, Jin le fixe avec un regard meurtrier. La tension est palpable, mais finalement, Bro choisit de ne pas exprimer ses sentiments et dit simplement qu'il vient du village de Kadama. Karina se lève pour l'accuser de menteur en face, mais Argus accepte sincèrement cette explication et baisse son arme. C'est un retournement choquant, surtout quand le gars était à 2 doigts de faire des menaces de mort. Le saint chevalier consent qu'il ne ment pas, tandis que Takama déclare officiellement Jin comme le dieu gardien du village. Le concept de dieu gardien fascine le saint chevalier, mais il ne le prend pas au sérieux et se retourne pour partir. Il remonte sur son cheval, s'excusant pour sa rudesse. Argus faisait cela dans le cadre de son travail. Le capitaine sait qu'ils se retrouveront à la capitale royale et leur propose de venir le voir en cas de problème. Cela dit, il se dépêche de partir, embarrassant Karina qui voulait que quelque chose de sérieux se passe. Même Jin semble confus par ce besoin de drame de cette fille. Dans la scène suivante, l'équipe est en route vers leur prochaine destination. Karina se force sans raison, soulignant que Jin est suspect et qu'il n'aurait pas dû laisser cette espèce inférieure s'en tirer. Les mots espèce inférieure lui restent en travers de la gorge. Argus taquine la fille pour ne pas savoir laquelle d'entre eux est vraiment l'espèce inférieure. Confirmant ses pensées, Rhea est d'accord, à la grande surprise de Karina. Elle souligne l'écart divin entre eux et l'homme qu'ils affrontaient. Argus a tenté d'agir 3 fois en une fois, mais sa détermination ne lui a même pas permis d'y arriver. Il sentait que Jin, les mains dans les poches, allait agir tout de suite et la contrer avant même qu'il ne bouge. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais bravo le protagoniste. Au fait, Argus a même essayé d'utiliser le pouvoir divin, mais face à Jin, ce pouvoir ne s'est même pas activé, effrayant Karina. Le même coup qu'il a utilisé contre Akama n'a même pas fonctionné. Rhea a essayé de faire pareil, mais elle a échoué aussi, montrant qu'il y a un fossé entre leur force et celle d'un monstre comme Jin. Un exploit comme ça, même pour Argus, ne peut être accompli que par le commandant suprême de l'ordre nocturne. Rhea et Karina ricanent, la fille idiote n'avait aucune idée de leur infériorité à ce moment-là. Le prince charmant souligne qu'ils viennent de croiser un monstre, une anomalie, et que c'est normal si Karina a fait une erreur, elle est nouvelle dans leur unité. Quant à celui qui a tué l'envahisseur du village de Kadama, Argus soupçonne que c'est le même gars.
Karina pense que la situation est dangereuse, mais son capitaine est sage et estime qu'il est risqué d'attaquer quelqu'un sans aucune info. Il trouve que Jin est détendu pour un passif, et leur but est de retourner à la capitale, car leur intervention n'est plus utile. La dernière chose dont il parle est d'informer la guilde de la situation des bandits. Dans l'esprit d'Argus, il se sent étranger face à ce personnage de dieu gardien du village de Kadama. Si seulement cet homme pouvait devenir leur allié, cela résoudrait de nombreux problèmes de leur pays. Dans la scène suivante, notre gars est de nouveau sur la route avec Akama, parlant d'une rencontre intéressante. Il se demande si tous les chevaliers saints sont aussi forts qu'Argus, mais Akama dit qu'il est exceptionnel. Même parmi l'ordre nocturne, seuls les meilleurs sont appelés chevaliers saints pour devenir leur leader. Argus est au sommet de leur ligue. Elle montre même à quelle vitesse son activation d'art spirituel a eu lieu l'autre jour, un terme que notre gars ne connaît pas. Apparemment, à l'ère actuelle, emprunter les pouvoirs des esprits s'appelle pouvoir divin, et les techniques utilisées pour cultiver ce pouvoir sont en gros la méthode spirituelle ou les arts spirituels. En d'autres termes, les machines nano de Kagura et Jin sont traitées comme des esprits au-delà de leur compréhension. Il sait qu'ils doivent avoir l'air d'une fantaisie complètement détraquée pour l'époque actuelle, mais il ne peut s'empêcher de se souvenir des sentiments furieux de Karina envers les êtres inférieurs. Jin s'intéresse au terme et apprend que l'ère actuelle abrite plusieurs races différentes. Il y a aussi ceux qui ressemblent à des insectes et des poissons, et d'après les mots de sa grand-mère, une certaine race pourrait même vivre dans l'eau ou dans des régions spécifiques. Cela a changé avec le temps, car les créatures ont évolué pour s'adapter à l'environnement. Cette ligne fascine Jin, qui réfléchit immédiatement au fait que certains survivants de l'humanité ont dû déclencher un cycle d'évolution 100 millions d'années plus tard. Il ne veut pas trop réfléchir à cette grande hypothèse. Au lieu de cela, Jin conclut que les gens qui n'ont pas changé et ne se sont pas adaptés à l'environnement sont devenus du bétail, appelé espèce inférieure. Comme ils ne peuvent pas s'adapter, ils sont vus comme des profiteurs et faibles, même si leur société les traite comme des anonymes, les vendant comme esclaves. Le concept d'esclavage dans cette époque dérange notre garçon, mais Takama reste ferme dans son opinion. Elle affirme avec éclat qu'il n'y a guère de différence entre eux et les êtres inférieurs. Elle ne comprend pas pourquoi les gens traitent les autres avec mépris simplement parce qu'ils sont différents. Chaque personne a sa propre étrangeté, et en l'écoutant, Jin admire le caractère de la petite fille. Soudain, un garçon, l'air rugueux et abattu, s'effondre sur la route, suppliant de l'aide, tandis qu'Akama se précipite à ses côtés. Jin observe le gamin de près, réalisant qu'il ne possède aucune caractéristique animale, ce qui signifie qu'il s'agit d'un humain. L'enfant est couvert de contusions de la tête aux pieds. Ses blessures ne sont pas normales pour un incident banal. Akama fait de son mieux pour soulever la fille, tandis que Jin active ses pouvoirs pour aider à guérir la personne. Au lieu d'être reconnaissant, le gamin abandonne immédiatement le jeu et sort une lame pointée contre le cou d'Akama, menaçant de la tuer s'il bouge d'un pouce. Cette situation est bien différente de ce que notre garçon imaginait. Maintenant qu'il sait qu'il a été piégé depuis le début, il scrute son environnement à la recherche de ceux qui sont proches. Un homme apparaît de nulle part, louant Poire pour avoir suivi ses instructions. Cette capacité s'appelle camouflage furtif. Elle fonctionne grâce aux nanomachines qui absorbent les visuels environnants pour créer un manteau d'invisibilité. La seule faiblesse est que l'invisibilité cesse de fonctionner lors d'un mouvement, mais ces gars-là l'ont bien utilisé. Le capitaine harcèle Jin, l'appelant espèce inférieure et se moquant de ses beaux vêtements. Il lui pose aussi la même question sur ses origines, mais notre garçon reste impassible et ne répond pas, plongé dans son mutisme. Akama crie avec inquiétude, tandis que le capitaine menace de tuer la fille si Jin bouge. Akama utilise son pouvoir, mais Jin rugit pour qu'elle s'arrête. Il ne veut pas qu'elle l'utilise contre des gens, insinuant que c'est dangereux. La petite fille ne sait pas quoi faire, tandis que le capitaine se régale de réaliser que la fille a aussi un pouvoir divin. Il demande à Jin s'il peut également manier une telle force, mais lui, dans son humeur taquine, agit comme un mystère à découvrir. Furieux, le costaud le frappe au sol, rappelant à l'inférieur de rester à sa place. Le capitaine s'oppose à lui, mais il n'espère pas vendre leurs biens à bon prix. Il n'envisage même pas que Jin possède un pouvoir divin, puisqu'il a l'air d'un être inférieur au mieux. Pendant ce temps, Akama commence à réaliser que ce sont les bandits et les marchands d'esclaves dont Argus les avait avertis. Le chef des bandits active un sort pour s'occuper d'abord de la fille, tandis qu'Akama craint pour sa vie, pensant qu'ils vont être capturés et vendus comme esclaves. Dans la scène suivante, hilarant, Jin la réveille de son sommeil. Le gars est torse nu parce que ces imbéciles lui ont volé tous ses vêtements, ne laissant que ses sous-vêtements. Akama va bien, mais elle se demande où ils sont. On dirait un centre de détention pour esclaves. Jin explique que c'est le repère des bandits, en désignant ceux qui ont été capturés avant eux. Tous ces gars ont l'air en piteux état, la plupart sont des espèces inférieures. C'est une scène sombre, mais hilarant. Akama est plus curieuse de savoir pourquoi ce type est à moitié nu.
Jean explique qu'ils lui ont tout pris à cause de son apparence étrange, mais elle est impressionnée par la confiance de cet homme nu. Ce look semble le plus confortable pour Jean, mais elle se demande pourquoi il n'a pas riposté. Avec son pouvoir divin, il aurait pu les anéantir d'un coup. Avant qu'ils répondent, Poire va dans la pièce pour le petit déjeuner et leur propose un repas. Akama est furieuse, mais Poire se moque de savoir s'il la déteste ou non, car elle n'a jamais eu d'attente d'être pardonnée. La pure fille est agacée, mais Jean stupéfie la fille aux cheveux bleus en l'appelant gentille. Cela choque la fausse victime, mais en réalité, Jean partage que les mauvaises personnes ne se soucient même pas de savoir si quelqu'un les déteste ou s'il mérite le pardon. Le fait que Poire pense à ces choses suffit à conclure qu'elle est gentille. Quoi qu'il en soit, l'homme en sous-vêtements en a fini avec le yoga et passe aux choses sérieuses. Il saisit les barreaux d'une manière impressionnante, les pliant littéralement pour se frayer un chemin. Poire reste bouche bée devant ce qu'elle vient de voir. En réalité, Jean attendait depuis tout ce temps pour une conversation privée. La fille aux cheveux bleus est confuse, mais Jean peut déjà sentir qu'elle est forcée de travailler parce que quelqu'un qu'elle aime est emprisonné ici quelque part. Poire est terrifié par la précision de cette supposition. Il guérit même ses blessures, précisant qu'il a été trompé parce qu'il savait que celle de la fille était réelle. Les criminels ne maltraitent pas leurs alliés jusqu'à les mettre presque à mort. C'est ainsi qu'il a compris que Poire était sous chantage et forcé de travailler. Les mots de Jean lui causent une immense culpabilité, lui permettant finalement de partager que son petit frère a été capturé par ces 6 scélérats. Il menace constamment de vendre le garçon à l'étranger si elle résiste, qu'ils ne la laisseront jamais le revoir. Poire s'effondre en larmes, réalisant même que ses parents ont été massacrés par ces salauds, donc son frère est tout ce qui lui reste. Rien qu'en entendant son histoire, cela met Jean dans une colère noire, et Akama comprend enfin pourquoi il s'est laissé capturer ainsi. Son but a toujours été de sauver ces gens, mais il sait aussi que les méchants sont têtus et agaçants. Laisser même un seul s'échapper mène à des désastres, car ils peuvent reconstruire leur pouvoir et causer des problèmes à nouveau. En résumé, notre gars veut écraser ses cafards et commence par frapper ce furie dans le dos. Maintenant que le chemin est libre, Gojo Satoru compte déchirer ses bas-fonds. Jean connaît la psychologie des méchants mieux que quiconque, et nous comprenons cela quand nous revenons 100 millions d'années dans le passé, lorsque la civilisation humaine avait atteint son apogée technologique. Le gamin de l'époque était battu et n'avait rien. Ses premières pensées étaient d'admirer la justice dans le monde, mais cette admiration s'accompagnait d'une réalisation troublante. Un monde nécessitant la justice regorgeait de mauvaises personnes, comme celles qui voulaient le traquer. Vivre une vie ordinaire est quelque chose à louer, mais l'environnement dans lequel il a grandi, le garçon n'a jamais connu la paix qu'il désirait. Donc, quand il s'agissait des gens qui essayaient de le déranger, Jean les écrasait littéralement sous le poids de ses pouvoirs, brisant leurs os et les détruisant au fil des ans. Il a abattu des gens mauvais partout où il allait, écrasant continuellement ceux qui perturbaient la paix du monde. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme vienne à lui, suggérant un avis différent. Il pensait que Jean était né dans le mauvais monde, et cela nous ramène au présent. Notre garçon marche comme un chad pour affronter les perdants devant lui, ayant déjà laissé des corps derrière. Il veut juste augmenter son nombre de victimes et ignore les questions. Il lance l'un des leurs sur les hommes de main. Au moment où l'un d'eux attrape le gars, notre garçon se précipite avec un coup de pied fulgurant et abat l'autre. Son ami est horrifié car Jean envoie ce type avec un cratère dans le mur, apparaissant comme un vrai monstre qui ne sait pas s'arrêter. Terrifié, le gars essaie de fuir, mais c'est inutile. Fr. Seuls ces cris agonisants atteignent les captifs du niveau inférieur. Poire sent que ce cri vient des autres. Elle commence à se demander qui est vraiment Jean. Akama révèle que ce type est un dieu ambulant, et qu'ils n'ont rien à craindre, il s'occupe de tout seul. Fr. Pour l'instant, ils doivent suivre ses instructions pour sortir, mais Poire est terrifié à l'idée d'être sauvé. Le chef des bandits n'est pas facile à battre, même s'il maîtrise une magie divine puissante. Fr. Dans un combat de force brute, difficile d'imaginer quelqu'un le vaincre. Mais pendant que Poire pense à ça, notre garçon a déjà le type à genoux. Le boss supplie Jean d'arrêter, offrant de l'argent et même des esclaves. Fr. Au fait, le frère de Poire est dans cette pièce. Jean est dégoûté par l'idée d'esclave et tue un autre homme devant le boss, qui se demande ce qui se passe. Fr. Même ses arts spirituels ne s'activent pas face aux abdos divins de cet homme. Mais pourquoi Jean a-t-il acquis tout ce pouvoir? Fr. Hilarant. Notre garçon traite ce clown de vilain à moitié cuit, car les vrais ont au moins le courage de fuir quand ils savent qu'ils sont dépassés. Mais le chef bandit et ses hommes sont des cons condescendants qui se croient supérieurs. Fr. Mais dès qu'ils craignent une défaite, ils supplient. Cette humiliation verbale est satisfaisante, et suivant le conseil de notre garçon,
le chef bandit se met à courir vers l'ascenseur pour tirer le levier, libérant une arme secrète qu'ils ont engagée comme monstre. Fr. Jin est choqué de découvrir un corrompu sous leur contrôle, une bête puissante acquise pour un noble. Ce qui me dérange, c'est comment ce Schwarzenegger violet n'a pas pu sortir plus tôt. Fr. Le chef bandit est plus qu'heureux de donner à Jin un défi, jurant de plonger tout dans le chaos alors que la créature pousse son cri de guerre. La première attaque vient du monstre corrompu, qui frappe pour écraser Jin. L'attaque est bloquée, nous montrant ce type massif au passage. Fr. Le chef bandit reste sans voix devant la puissance des muscles de Jin. Pendant ce temps, Jin explique qu'il est littéralement né avec un corps surhumain, possédant des fibres musculaires bien supérieures à la moyenne. Fr. Maintenant que c'est son tour d'attaquer, cet homme renvoie la créature, avant de jurer de libérer plus de sa force. Il lance une vague Kamehameha comme s'il était Goku, réduisant le monstre en morceaux d'un seul coup. Tout le baratin du chef bandit est revenu à la case départ. Fr. À genoux à nouveau, Jin le fixe, se demandant ce que ce scélérat va faire ensuite. N'ayant plus d'option, il essaie de se sortir de là, suppliant d'être épargné. Mais notre glorieux roi aux cheveux blancs répond par un crochet au visage, refusant toute chance de pitié. Fr. Une fois la situation réglée, il reprend son aura et s'excuse auprès des enfants pour l'attente. D'abord, il veut examiner des documents, preuve directe de leur crime. En ouvrant un tiroir, il découvre des notes intéressantes. Fr. Un seul coup d'œil à ces notes vous ferait penser que ce type a décroché le gros lot. Mais non, notre garçon n'a absolument aucune idée de ce qu'il lit. La langue lui est inconnue, il est trop intense pour demander de l'aide à Ashama. Fr. Pourtant, Jin ne comprend pas pourquoi ces bandits utilisaient des corrompus. Pour confirmer ses soupçons, il inspecte les restes déchiquetés du monstre qu'il a vaincu. Ainsi, il peut accéder aux caméras des nanomachines flottant dans la pièce. Fr. Jin veut vérifier les enregistrements de la semaine dernière et tombe sur une vidéo qui l'intéresse. Apparemment, un noble est venu avec le monstre et a refusé d'expliquer ses intentions. Fr. Au lieu de ça, il leur a laissé un indice. Ce vilain a insinué la chute du pays. Jin prend note pour plus tard, puis la scène montre les enfants s'échappant. Fr. Poire retrouve son petit frère, les deux s'enlacent dans une longue étreinte, soulagés de ne pas avoir été gravement blessés. Elle se tourne vers Jin en le remerciant, le qualifiant de Dieu, tandis que notre garçon refuse ce titre. Fr. En plus de ça, il est curieux de voir les gens en uniforme rouge qui s'attaquent aux bandits. Apparemment, ce sont des membres de la guilde. En fait, la personne avec la chevelure majestueuse près d'eux est le maître de la guilde de leur ville. Fr. Le même homme s'approche de Jin pour lui demander s'il est lié à l'incident. Jin confirme et implore Padrak de se présenter comme maître de la guilde et de le remercier. Fr. Il jette un coup d'œil au gars, stupéfait de voir comment quelqu'un a pu vaincre autant de personnes sans même prendre un coup. Malgré son apparence d'espèce inférieure, Padrak sait que ce gars n'est pas à prendre à la légère. Le maître de la guilde partage que l'incident a causé de gros dégâts. Fr. Les demandes d'extermination de bandits atteignent un niveau record. Cela intrigue Jin, qui pense qu'un seigneur devrait prioriser leur capture. Le maître de la guilde rit, disant que même le seigneur n'a pas cette autorité. Fr. Traiter les crimes est considéré comme le devoir des membres de la guilde, ceux qui jurent fidélité au roi. Même si le seigneur Chapion, le dirigeant des lieux, commettait des crimes, il devrait en informer le roi, même si cela semble peu probable. Fr. Padrak est sûr de son hypothèse, tandis que Jin compare la situation à celle d'il y a 100 millions d'années, réalisant qu'un seigneur équivaut à un maire et que la guilde agit comme la police. Pourtant, le seigneur Chapion n'est pas fiable. Fr. Jin décide de remettre aux bandits les documents récupérés, se demandant s'ils peuvent aider la guilde. Le maître de la guilde lit l'un d'eux et découvre une liste des personnes ayant échangé avec les bandits, ce qui permet d'arrêter le groupe. Fr. Curieux, Jin demande si le nom du seigneur de la ville figure aussi sur la liste, mais étonnamment, le nom du seigneur Chapion n'y est pas, ce qui en fait un vilain rusé qui cache ses traces. Pour l'instant, Jin ne peut pas faire grand-chose. Fr. Il a aidé à libérer les esclaves et veut savoir ce qu'ils vont devenir. Le maître de la guilde assure qu'ils ramèneront ceux dont un signalement de disparition a été fait. Malheureusement, ceux sans signalement n'ont nulle part où aller. Fr. Le système est déplorable car il ne prend pas en compte les cas comme ceux de Poire et Nino qui ont perdu leurs parents, alors Jin demande un abri pour les garder. Étonnamment, cette époque n'a même pas d'abri en ville. Fr. Padrak ne peut trouver du travail que pour ses enfants, mais étant classé inférieur, c'est compliqué. Les enfants sont abattus, et Jin déçu que rien ne change. Il refuse de les laisser seuls, même sans possibilité de travail. Fr. Soudain, une idée lui vient. Il demande aux deux s'ils seraient prêts à travailler quelque part s'ils en avaient l'occasion. Poire accepte et veut essayer, ce qui rappelle à Jin le chevalier d'Orargus, qui avait proposé de les aider. Dans la scène suivante, nous sommes à Kermosia pour le visiter. Fr.
Le saint chevalier rentre chez lui quand un frisson inexplicable le saisit. À son arrivée, il demande à son équipe de se reposer. Argus regagne ses quartiers, accueilli par des servantes et valets, fiers de son retour. Fr. La première chose qu'il fait est de demander des nouvelles, et d'après les réactions de ses serviteurs, le saint chevalier comprend qu'il s'est passé quelque chose. Le majordome s'excuse de troubler son maître juste à son retour. Pendant ce temps, sa sœur observe la scène d'en haut avec un regard perçant. Fr. Argus reçoit le rapport et a immédiatement mal à la tête. La situation est bien pire que prévu. Un envahisseur est entré dans la capitale et a semé le chaos. Plus que comment il est entré, c'est qui a aidé la bête qui le préoccupe. Fr. Son meilleur pari est qu'un membre de l'Académie Arnesca, un lieu rempli de comploteurs, est impliqué. Quoi qu'il en soit, il a besoin de camarades pour gérer la situation, et Jean et son groupe reprennent leur route vers la capitale. Fr. 3 jours passent lors de la mission d'extermination. Poire se demande s'il y a vraiment une place pour des êtres inférieurs comme eux dans la capitale. Jean, étant un homme bienveillant, leur dit que leur capacité à lire et écrire est un atout, et il encourage l'enfant à avoir plus confiance. Akama pointe au loin, annonçant que la capitale est proche. Jean est ébloui par la beauté majestueuse de la capitale royale. Le soir, ils arrivent, la ville grouillant de monde. Akama révèle que la capitale dépend des importations, donc tous les biens sont disponibles ici, même les vêtements Kadama dont ils avaient parlé. Jean trouve ça intéressant et remarque aussi des mutants insectes. Il y a une multitude de races ici, montrant leurs évolutions différentes. Les rues sont propres, la sécurité est optimale, mais malgré ces avantages, certains endroits sont dégoûtants. Jean pense que chaque époque a ses propres problèmes. Il demande à Akama des infos sur l'examen d'entrée, prévu la semaine prochaine. Ils vont attendre le début de l'examen, mais une fille blonde, ayant entendu leur conversation, se demande si ce groupe veut entrer à l'Académie Arnesca, surtout qu'ils ressemblent à des espèces inférieures. On arrive aux chambres d'hôtel où Akama et Nino sautent sur les lits confortables. Ils peuvent enfin dormir dans un endroit convenable, le but de Jean d'atteindre la capitale étant atteint. Cela le fait réfléchir à la suite, car même dans cette nouvelle ère, il doit trouver un moyen de gagner sa vie. Au fait, Jean a reçu une somme pour l'extermination des bandits, mais il sait que ça ne durera pas, surtout avec les 4 d'entre eux. De plus, il doit trouver des emplois pour ses enfants, et une solution immédiate serait de rencontrer Argus. Cependant, pour l'instant, ils ne savent rien sur l'emplacement d'Argus ou sur les connexions qui pourraient les y mener. Jean envisage plusieurs options, priorisant l'enquête sur les corruptors. Il sait que des gens essaient d'exploiter ces monstres pour leurs propres objectifs. Les corruptors sont par nature très dangereux, donc ils ne peuvent pas être laissés sans surveillance. Cette fois, il refuse de laisser les vivants faire face à l'annihilation. Il demande à Akama ce que les gens de ce pays font pour rechercher quelque chose. Apparemment, ils lisent des livres sur le sujet ou consultent des experts. Les livres sont assez chers. Même dans le village, ils devaient les lire ensemble pour se les procurer. En même temps, la capitale royale possède une bibliothèque spectaculaire, rendant la recherche beaucoup plus facile. Jean aime cette idée car il peut utiliser cette bibliothèque à son avantage pour trouver des indices sur le laboratoire laissé par Kagura. Dans la scène suivante, Jean est au bureau d'accueil, mais la fille lui refuse l'accès. Comme les livres sont considérés comme des biens nationaux sacrés, il n'autorise pas n'importe qui à entrer librement. Seuls les étudiants d'une académie reconnue ou les nobles peuvent utiliser cet endroit, compliquant encore la situation pour Jean. Akama rappelle avec humour à Jean qu'il ne sait même pas lire dans son état actuel. Bien qu'il essaie d'apprendre, cela lui prendra du temps pour maîtriser la langue. Jean se gratte la tête comme s'il devait préparer un examen, tandis que 2 types en manteau les espionnent secrètement. Il s'approche pour discuter avec Jean, mais la conversation commence par un coup violent. Jean attrape immédiatement son poing avant de se moquer du gars pour ses manières incroyables lors de son introduction. La sécurité de la ville laisse à désirer avec des attaques comme ça, mais le gars reste arrogant et Jean dévie son poing vers le haut, évitant une puissante explosion magique. Le combattant le félicite pour ses réflexes aiguisés, tandis que Poire ne comprend pas comment ces gars utilisent ouvertement le pouvoir divin en pleine zone civile. Jean veut savoir ce qu'il se passe avec ces losers et réalise rapidement qu'un contrat a été mis sur sa tête. Cela joue en sa faveur, même si ces intimidateurs menacent le groupe de Jean de quitter la capitale s'ils ne veulent pas de problème. Jean ne fléchit pas, invitant le gars à essayer de l'attaquer à nouveau, pour se faire attraper le poing et le voir écrasé au sol. Après avoir donné une leçon à l'un d'eux, il se tourne vers l'autre qui lance une explosion magique sur lui. Jean refuse de se dérober et bloque l'attaque de feu de front, faisant croire à ce gars qu'il a causé de sérieux dégâts. Mais de la fumée émerge une main, qu'il saisit et soulève comme si le gars ne pesait rien. D'un ton sérieux, Jean se moque d'eux pour leur faiblesse pathétique tout en les défiant,
à condition qu'ils aient la volonté d'essayer. Jin est vraiment le Gojo Satoru de cette histoire. Pendant ce temps, sa victime se demande comment une espèce de bas niveau peut avoir une telle force. Soudain, un ordre de chevalier interrompt le combat. C'est Karina, agacée d'interrompre son jour de repos pour ce désordre, qui se moque des salauds. Elle veut juste jeter Akama et Jin en prison une bonne fois pour toutes. Heureusement pour Jin, cela attire l'attention de quelqu'un lié à Argus, même si elle lui crie au visage. Après avoir mis fin à la bagarre, Karina repère Jin et s'excite, pensant avoir enfin attrapé l'espèce inférieure Jin en train de semer le trouble dans la ville. Elle s'apprête à le réprimander, mais une spectatrice demi-humaine s'approche et admet avoir tout vu. La spectatrice explique que Jin a été attaqué en premier et qu'il ne faisait que se défendre. Lorsque Karina examine les visages des attaquants, elle réalise rapidement qu'il s'agit de ses habituels juniors fous de l'Académie Arnesca. Elle espère silencieusement que la sœur du Saint-Capitaine n'est pas impliquée dans ce bazar. Jin demande à Karina si elle est en patrouille et s'interroge à ce sujet, notant qu'il pensait que les membres de la guilde géraient généralement ce genre de tâches en ville. Karina répond qu'elle s'occupait simplement de son devoir nocturne de maintenir l'ordre en se rendant à un café à proximité. Maintenant qu'elle a vu Jin vaincre plusieurs étudiants forts de l'académie avec aisance, Karina commence à penser que les soupçons de son capitaine sur cet humain dit inférieur pourraient être fondés. Elle essaie alors de s'excuser et demande à Jin d'éviter de se mettre dans des ennuis, mais Jin ne la laisse pas partir si facilement et profite de l'occasion pour lui demander de l'escorter afin de rencontrer son capitaine Argus. Une fois que l'humain ancien obtient enfin une audience avec le capitaine Argus de la 7e division, il va droit au but et demande à l'homme de les embaucher, rappelant Argus qu'il avait précédemment proposé son aide. Quand Argus demande des nouvelles des enfants qui l'accompagnent, Jin explique qu'il a confronté les bandits qu'Argus recherchait et a réussi à les capturer avant de les remettre à la guilde. Argus devient anxieux car il a du mal à croire qu'une personne ressemblant à une espèce inférieure puisse accomplir tout cela si rapidement. Jin continue en expliquant qu'il a amené Nino et sa grande sœur Poire car il n'avait personne d'autre sur qui compter et que les gens les traiteraient mal à cause de leur statut d'espèce inférieure. Il demande donc au capitaine s'il peut leur arranger un emploi. Le capitaine Argus rappelle à l'humain ancien qu'il n'a aucune obligation envers eux, mais Jin soutient qu'il est prêt à prendre la responsabilité des enfants puisqu'il est celui qui les a sauvés. Argus trouve cet argument intéressant, tandis que les enfants regardent leur sauveur avec espoir. Le capitaine a alors une idée et décide d'utiliser les enfants comme monnaie d'échange. Il dit calmement à Jin qu'il permettra aux enfants de rester chez lui et d'y travailler seulement si Jin accepte de travailler comme enseignant à l'académie. Jin accepte la condition sans trop réfléchir et bientôt, les enfants sont changés en tenue de domestiques. Poire remercie sincèrement le capitaine, tandis que celui-ci demande à ses autres serviteurs de bien les éduquer et de s'assurer qu'aucune discrimination ne se produise. En s'éloignant avec Argus, Jin lui demande quel est le piège à travailler comme instructeur. Argus explique qu'il n'a pas d'idée précise sur les origines de Jin, mais que son instinct lui dit que Jin est une personne de confiance. Le capitaine aborde directement le sujet et dit à Jin qu'il veut qu'il infiltre l'Académie Arnès. Jin devient sérieux et demande des explications, et Argus commence à décrire la lutte de pouvoir actuelle dans la capitale. Selon lui, plusieurs factions sont en guerre froide pour le contrôle du trône, car le roi est gravement malade et pourrait mourir à tout moment. Il explique qu'en plus du conflit de succession habituel, il y a des individus sans droit légitime au trône qui veulent quand même s'emparer du pouvoir. Apparemment, ces personnes sont extrêmement dangereuses et utilisent même les corruptors, que les gens appellent envahisseurs, comme armes pour avancer leurs plans. Jin se souvient de Lord Chapian et réalise qu'il pourrait y avoir des figures encore plus problématiques que lui. Le capitaine dit qu'il veut exposer ces personnes et localiser leur base cachée, et l'endroit qu'il soupçonne le plus c'est l'Académie Arnès. Argus frappe alors à la porte et présente Jin à sa sœur, Miria Ultan. Il explique qu'elle fréquente l'académie et qu'elle le guidera. Miria montre immédiatement son franc-parler en traitant Jin d'inférieur, tout comme l'avait fait Karina plus tôt. Le capitaine essaie rapidement de l'arrêter et lui rappelle que c'est impoli de parler ainsi. Cependant, elle insiste pour dire qu'elle n'approuve pas de confier une tâche si importante à quelqu'un qu'elle considère comme un inférieur. Jin lui fait remarquer son attitude impolie, ce qui rend le capitaine gêné, et il s'excuse pour son comportement. Karina s'approche de Jin et lui murmure que Miria est en réalité très capable, mais qu'elle déteste fortement les inférieurs. Miria continue d'insulter Jin et affirme qu'elle ne le considère pas comme qualifié pour le rôle d'instructeur. Akama aggrave la situation en révélant que son gardien ne sait même pas lire. Cependant, elle continue rapidement en louant la force et les capacités de Jin. Ces mots font soudain réaliser à Karina que Miria était celle qui avait demandé aux étudiants de l'académie d'attaquer Argus. Le capitaine s'excuse encore et promet de discipliner correctement sa sœur.
Jin change de sujet et demande à Argus ce qu'il est censé enseigner à l'académie. Argus répond qu'à ses observations, Jin semble assez doué en art spirituel, c'est pourquoi il pense qu'il serait parfait pour enseigner les fondamentaux. Il énumère les 4 arts spirituels de base, ignition, décharge, congélation et guérison, et explique que pouvoir utiliser même 2 d'entre eux devrait déjà être considéré comme suffisant. En entendant que les bases se limitent à 4 arts spirituels, Jin comprend que le chef des bandits était en réalité assez habile. Son aptitude serait déjà un art spécial ici. Jin sourit discrètement, décidé à changer la perception des gens sur ses pouvoirs spéciaux. L'histoire passe alors à 1 semaine plus tard, lorsqu'Akama doit enfin passer son examen d'entrée à l'académie. Argus entre avec Jin, car il veut qu'il prenne la responsabilité des devoirs d'instructeur cette année. Il semble qu'une division de l'ordre nocturne doive remplir ce poste chaque année, et cette fois, c'est le tour de la 7e division. Pendant que Jin marche tranquillement derrière eux, le gros homme nommé rudement le fixe tout le temps. Ils arrivent finalement au bureau du directeur, et Argus la salue respectueusement. Le directeur sourit en voyant son ancien élève réussir si bien dans l'ordre nocturne. Elle évoque ensuite les luttes de factions en cours dans le pays et commence soudain à critiquer Jin, arguant auprès du capitaine qu'il ne devrait pas traiter l'académie si légèrement en envoyant un inférieur pour un rôle aussi important. Le capitaine insiste fermement sur le fait que Jin est plus capable que quiconque dans sa division. Lorsque le rat maigre Lord Jita remarque que le directeur semble prêt à accepter Jin comme instructeur, il s'oppose rapidement à l'idée. Il prend alors le relais pour insulter le pauvre humain ancien et soutient fermement qu'ils ne peuvent pas permettre à un humain inférieur de prendre une telle position. Le directeur se tourne alors vers Lord rudement et lui demande son avis sur cette protestation. Le gros homme acquiesce à la préoccupation, mais présente ensuite un argument pratique sur les réactions qu'il pourrait subir de la part des étudiants et des autres instructeurs. Le directeur rejoint alors également la protestation et admet qu'elle partage la même préoccupation. Jin réalise qu'on parle de lui sans l'inclure, alors il s'avance et se défend avant de les saluer respectueusement. Il se présente calmement avec des manières appropriées, montrant qu'il peut rester posé même en étant ouvertement moqué. Il pose alors une question directe au lord, se demandant s'il le juge parce qu'il ressemble à un inférieur ou parce qu'il croit qu'il n'a pas le pouvoir nécessaire pour le rôle. La directrice sourit et répond que la seule chose qui les préoccupe est de savoir s'il a vraiment les capacités requises, puis elle lui demande s'il peut le prouver. Lorsqu'Argus suggère que le directeur teste lui-même, elle acquiesce, et un rapide combat simulé est organisé au terrain d'entraînement des arts spirituels de l'Académie Arnès. Le rat maigre est celui qui s'avance pour affronter Jin, riant en disant qu'au moins Jin ne s'embarrassera pas trop, car il n'y a que quelques étudiants aujourd'hui. Le directeur explique alors les règles et précise qu'ils ne peuvent combattre qu'en utilisant des arts spirituels, car c'est exactement ce qu'elle attend de leur nouveau tuteur à l'académie. Certains étudiants se rassemblent pour regarder le match, y compris Myria qui se tient parmi les spectateurs. Elle est excitée de voir le rat maigre se battre pour la première fois. Jin sait déjà comment cela va finir, mais il soupire discrètement et montre son pouvoir à l'institut. Argus, lui, commence à douter. C'est la première fois qu'il voit réellement la personne qu'il a recommandé se battre devant les autres, et il craint que Jin ne finisse par l'embarrasser devant tout le monde. Lord Jita, en revanche, a l'air extrêmement excité et semble impatient de mettre rapidement Jin à sa place. Il déclare rapidement qu'il prendra l'initiative et lance immédiatement une énorme boule de feu qu'il pense suffisante pour vaincre Jin d'un seul coup. Jin esquive calmement l'attaque avec aisance, tandis que le rat maigre reste confiant de gagner ce concours et de prouver au capitaine qu'il a tort dans son jugement. Il enchaîne ensuite avec son attaque maîtresse appelée lance de foudre, tandis que Jin continue d'esquiver chaque coup, commençant lentement à l'énerver. Tandis que le rat maigre croit que tout ce que Jin peut faire est de continuer à fuir, Jin soupire discrètement et pense que ce genre de pouvoir n'était jamais destiné à être utilisé contre des gens. Cependant, n'ayant plus d'autre choix, Jin décide enfin de démontrer son pouvoir et révèle intentionnellement un art spirituel unique. Il utilise une attaque de manipulation de gravité et force le rat maigre Lord Jita à s'écraser au sol, le maintenant là et montrant clairement qu'il n'avait jamais eu une chance et que son arrogance ne signifiait rien au final. Le directeur et Lord rudement, le gros homme, sont tous deux choqués par ce qu'ils voient. Même Argus et sa sœur Myria restent là, bouche bée, après avoir vu une telle démonstration de pouvoir qu'ils n'avaient jamais observée auparavant. Lorsqu'il demande ce qui vient de se passer, Jin explique calmement qu'il a simplement manipulé la gravité autour de Lord Jita. En entendant les gens dire qu'ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça auparavant, Jin sourit discrètement en réalisant combien il y a à prendre pour les étudiants ainsi que pour les instructeurs de l'académie. Lord Jita grince des dents de frustration, allongé sur le sol, ayant l'air absolument misérable. Par pitié pour le vieil homme ridé, notre héros relâche enfin la pression gravitationnelle qui le clouait au sol. Jita s'effondre, hurlant qu'une telle technique spirituelle ne devrait pas exister et qu'il doit tricher. Notre garçon reste là, encaissant les insultes comme un pro, tandis que le vieux hurle comme une carène. Le directeur,
observant la scène, prend calmement sa décision. Les étudiants autour sont impressionnés, et Myria ne comprend pas comment il maîtrise tant de pouvoir Fr. Normalement, les inférieurs n'en ont presque pas. Sa curiosité grandit, et elle veut découvrir qui est vraiment Jin. La scène change pour la cérémonie d'accueil une semaine plus tard, où le directeur annonce que l'Académie Harness forme des guerriers pour éliminer les menaces envahissantes. Fr. Quiconque est trop faible pour suivre n'a pas sa place ici. En revanche, ceux qui réussissent ont un avenir assuré, plein de statut et d'influence. En haut, quelques demi-humains près de Myria sont surpris par le nombre de nouveaux venus. Fr. Beaucoup ne viennent même pas de familles nobles. Un demi-humain lion, Ria, salue Myria avec désinvolture, surpris de la voir à la cérémonie d'accueil. En discutant, il aperçoit un inférieur près du corps professoral et manque de s'étouffer. Fr. Il perd son calme quand Myria révèle que l'inférieur est leur nouveau professeur. Elle demande à Ria son avis honnête sur son apparence. Fr. Lorsqu'il décrit franchement le type comme un nobody moyen sans femme ni vie, elle admet que c'était aussi son jugement initial. Sentant plusieurs regards perçants, Jin réalise vite qu'il ne peut pas commencer à enquêter sur l'académie trop ouvertement dès le premier jour. Fr. Avant tout, il doit redorer son image d'inférieur sans valeur en quelque chose de plus neutre et inoffensif. Pour l'instant, il a l'impression d'avoir une cible géante peinte dans le dos. Après la cérémonie, il est enfin temps pour son premier cours. Fr. Pendant ce temps, Lord Jita réunit les étudiants de dernière année et annonce le retour des cours réguliers. Il les prévient de ne pas se laisser distancer par les nouveaux talents et exige de savoir pourquoi la plupart de la classe est absente. Fr. Le vieux sourit intérieurement, sachant que beaucoup d'entre eux préféreraient mourir que d'assister à un cours d'un inférieur. Le rat graisseux a même répandu que la leçon d'aujourd'hui serait assurée par Jin. Étonnamment, notre professeur ne semble pas dérangé. Fr. Il se tient avec confiance au podium et se présente comme le nouvel instructeur des techniques spirituelles. Sans hésiter, Ria demande sans vergogne s'il a vraiment ce qu'il faut pour enseigner la classe la plus élite de l'académie. Fr. Notre garçon répond calmement qu'ils le découvriront bientôt. Il dit au demi-humain lion qu'il peut partir s'il trouve le cours en dessous de lui. Il établit alors une règle. Il dit à ses élèves de ne jamais utiliser le pouvoir divin contre les humains, quelle que soit la situation, car ce pouvoir supprime la régénération des inhibiteurs. Cependant, les humains se rétablissent normalement après une blessure, prouvant que son vrai but était d'éliminer les envahisseurs. Un grand bavard au fond commence à l'insulter, le traitant de faible sans pouvoir divin. Le gamin insiste sur le fait qu'il a le droit d'utiliser sa force comme bon lui semble. Légèrement agacé, le professeur Jin l'invite à tester s'il est vraiment aussi faible qu'il le prétend. En plein cours, il lui demande de le frapper avec son meilleur coup. L'enfant sourit avec arrogance, affirmant qu'il ne reviendra plus en cours si le professeur lui fait une égratignure. Profitant de l'occasion, il invoque une lance de foudre crépitante. Même Lord Jita se tend, inquiet pour la classe face à une telle attaque. Sans hésiter, l'élève lance la lance droit sur Jin, soulevant un énorme nuage de poussière dans la pièce. Tout le monde pensait que le faible avait été détruit. Mais alors, une lame jaillit de la brume et se fige dans le mur derrière lui, frôlant son visage. Jin déclare calmement que l'épée aurait pu le transpercer s'il avait vraiment voulu le tuer. Il enchaîne avec sa première leçon, ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. Rose observe en silence, se demandant si cette technique est un art spirituel. Le professeur Jin poursuit calmement, expliquant que les inférieurs sont vus comme faibles. Puis, se considérant supérieur, il demande ce que cela fait de lui. Son aura atteint son sommet alors qu'il répond « c'est ce qu'on appelle un enseignant ». Ensuite, il demande au même gamin s'il connaît les critères pour activer les arts spirituels. Agissant comme si c'était de notoriété publique, l'élève répond que tout repose sur une imagination vive. Si tu visualises quelque chose assez clairement, les esprits le réaliseront. Le professeur Jin convient que l'imagination est importante, mais il souligne qu'il manque un élément crucial. Les esprits réagissent à différentes longueurs d'onde qui déclenchent leurs actions. Il y en a 8 au total. Parmi elles, l'initiation, la décharge, la guérison et le gel sont les 4 que la plupart connaissent. Mais il y a aussi le contrôle de la gravité, de la lumière, de l'atmosphère et la manipulation spatiale. Lord Jita manque de s'étouffer en le voyant utiliser si facilement les 8. Avec cette révélation, notre garçon débute son premier vrai cours. Plus tard, il se demande comment commencer son enquête sur les secrets de l'académie. Le campus grouille d'élèves. Après la démonstration, il est au cœur des discussions. S'il veut des réponses, il doit accéder à un endroit interdit aux élèves. En chemin, il croise la chimie. Sans hésiter, elle lui demande de révéler qui il est vraiment. Il répond en demandant comment il pourrait être autre chose que l'inférieur que tout le monde le considère. Elle admet que cela ferait sens,
sauf pour sa capacité à maîtriser les 8 arts spirituels sans effort. Même la plupart des demi-humains ne le peuvent pas. Notre garçon hausse les épaules, disant que ce n'est pas si compliqué, comme changer d'onglet. Bien sûr, il sait que c'est plus compliqué en pratique. Elle propose de continuer cette conversation en privé. Une fois seule, elle lui redemande qui il est. Cette fois, il dit être juste un humain en sommeil froid sous le village de Kadama depuis des millions d'années. Pour lui faire plaisir, elle demande ce qu'il aurait fait avant l'hibernation. Jin répond honnêtement qu'il a été agent des forces spéciales pour son pays. Même si des millénaires se sont écoulés, il se souvient de ces jours comme s'ils n'avaient eu lieu que quelques années auparavant. Curieuse, elle pousse plus loin, demandant pourquoi quelqu'un qui a combattu pour sa nation serait scellé en sommeil froid. Il se sent triste, admettant qu'il a échoué dans sa mission. Il croyait vraiment que s'il se poussait assez loin, il pourrait sauver tout le monde, mais il a échoué et a tout perdu. Il avoue que devenir professeur n'était pas un hasard, il a besoin de l'influence de la famille Alton. Il lui demande où ils vont, et elle le conduit dans une pièce poussiéreuse, expliquant qu'elle servait de stockage pour les fournitures des enseignants. Sur une étagère, une statue de hibou attire son attention. Il lui demande pourquoi elle l'a amené ici. Miria admet qu'elle enquête sur l'étrange espace vide à côté de cette salle de stockage. Il est trop grand pour être inutilisé, ce qui la rend certaine qu'il cache quelque chose d'important. Sans attendre, le professeur Jin saisit la statue de hibou. Elle le regarde, perplexe, se demandant pourquoi il touche une vieille décoration poussiéreuse. Au moment où il la tourne légèrement, les étagères s'écartent, révélant un passage secret. Il la félicite calmement d'avoir raison sur la salle secrète. Miria, sans voix, ne comprend pas comment il a résolu le mécanisme si vite. Notre professeur explique calmement qu'il a remarqué que le hibou était le seul objet propre dans une pièce couverte de poussière. Il lui demande de rester en arrière pendant qu'il enquête seul dans la chambre suspecte. Surprise, Miria déclare qu'elle l'accompagnera. Il lui rappelle qu'il pourrait y avoir un envahisseur dangereux à l'intérieur et qu'il ne pourra peut-être pas la protéger. La blonde insiste sur le fait que ses compétences sont à ne pas sous-estimer, affirmant qu'elle surpasse tous dans sa classe, sauf son frère. En entendant cela, il décide de la croire. Ils descendent prudemment l'escalier délabré, qui s'étend plus profondément que prévu. Miria apprécie la facilité de commander la lumière dans l'obscurité totale. Jin plaisante à voix haute que l'endroit ressemble au parfait donjon pour que des monstres apparaissent dans un jeu fantastique, laissant la fille perplexe par sa référence de gamer. Curieuse à nouveau, elle évoque son histoire une fois de plus. Elle lui demande s'il a déjà un suspect, puisque traquer les menaces est sa spécialité. Il sourit de la rapidité avec laquelle elle a cru son histoire. En guise de récompense pour sa confiance, il révèle qu'il soupçonne fortement leur rudement d'être impliqués. Elle lui demande pourquoi il en est si sûr. Le professeur Jin explique que, bien que l'homme paraisse charismatique en cours, il y a quelque chose de troublant chez lui quand il est seul. Dans ces moments, le vieux salaud donne l'impression de comploter quelque chose de louche. Il explique que ce genre de comportement est courant chez les gens qui sont complètement différents de la personnalité qu'ils présentent au monde. De plus, il lui semble évident que cet homme est terriblement peu observateur pour un enseignant. Miria admet qu'elle soupçonnait à l'origine leur gita à la place. Mais Jin rejette sa théorie, soulignant que quelqu'un qui n'a aucun contrôle sur ses émotions ne pourrait jamais orchestrer quoi que ce soit de vraiment sinistre. À sa grande surprise, il va même jusqu'à dire que le vieux Fouridé est probablement bon au fond. Enfin, les deux arrivent en bas de l'escalier, découvrant une immense salle poussiéreuse. Miria est choquée par le labyrinthe caché sous l'académie. Jin, stupfate, esserit sedainement. Même dans ses rêves les plus fous, il ne s'attendait pas à trouver le laboratoire de Kagura caché ici. Quand Jin regarde les portes protégées par des nanomachines, que les gens de cette époque appelleraient simplement des esprits, il devient certain que c'est vraiment le laboratoire de Kagura. Miria devient nerveuse car, même si elle avait cherché longtemps, elle n'avait jamais réussi à découvrir cette immense porte cachée sous l'académie. Jin lui explique que les gens ordinaires auraient besoin d'une clé d'accès spéciale pour ouvrir une telle porte. Il se souvient comment Akama a hérité de la clé dans le village de Kadama, et il croit que quelqu'un ici a dû hériter d'une clé similaire de la même manière. Cependant, Jin sait déjà qu'il détient automatiquement un accès complet, alors il tend calmement la main. Le système de verrouillage le reconnaît immédiatement comme la personne ayant le plus haut niveau d'autorité et déverrouille rapidement la porte pour lui. Alors que les grandes portes s'ouvrent lentement, Jin se demande si celui qui essaie de renverser les dirigeants de ce pays pourrait aussi être quelqu'un ayant accès à cet endroit. Pendant ce temps, Miria reste là, stupéfaite, incapable de comprendre que quelque chose comme ça existait juste sous leur académie tout ce temps. Elle demande alors à Jin s'il n'a vraiment pas besoin de clés, et Jin remarque calmement que les humains anciens sont spéciaux à cet égard. Miria commence enfin à croire que les paroles de Jin pourraient être vraies, et le suit silencieusement plus profondément sous terre dans le laboratoire caché.
À l'intérieur, il découvre plusieurs corrupteurs enfermés dans de grandes cages métalliques, et étrangement, tous restent complètement calmes sans montrer de signes de folie. Jin se souvient des corrupteurs enfermés par les bandits, qui étaient restés étrangement silencieux jusqu'à leur libération. Ce qui le trouble le plus, c'est comment on a pu transporter de si gros corrupteurs ici sans être remarqué. Miria admet que les soupçons de son frère sur l'Académie étaient peut-être fondés. Elle propose de rester cachée et d'attendre pour tendre une embuscade aux responsables, car ils reviendront sûrement. Jin lui dit qu'au lieu d'attendre, il devrait sceller l'Académie et s'occuper des corrupteurs en premier. Miria argue qu'ils ne peuvent pas laisser le cerveau de ce plan s'échapper, mais Jin explique que protéger les étudiants est prioritaire, sinon les corrupteurs mettront tous en danger. Lorsqu'il mentionne que son frère prendrait probablement la même décision, elle finit par accepter son approche. Jin ajoute qu'il a un mauvais pressentiment et que ses instincts se révèlent souvent justes. Il dit qu'il va enquêter un peu plus dans le laboratoire et lui demande de remonter chercher son frère pour mettre l'Académie sous couvre-feu et protéger les étudiants. Après l'avoir renvoyé à la surface, Jin s'enfonce plus profondément dans l'installation souterraine, espérant trouver des indices utiles. À la surface, le rat maigre est moqué pour sa défaite contre le nouveau tuteur, mais il traite toujours Jin d'espèce inférieure et le blâme. Le directeur s'approche alors de Lorgita et dit au rat maigre d'arrêter ses mouvements étranges, car les élèves commencent à se sentir mal à l'aise. Elle est publiquement humiliée par le directeur avant d'être interrogée sur Laure Rudement, qui est portée disparue depuis ce matin. Le directeur se sent accablé, et l'absence de l'homme gras augmente son inquiétude. Elle remarque alors un nuage sombre se former au-dessus de l'Académie. Pendant ce temps, Miria se précipite vers la surface, mais en sortant, elle se retrouve face à Laure Rudement, l'homme gras disparu depuis ce matin, affichant une expression purement maléfique. De retour au labo, Jin examine d'étranges portails rouges qui pulsent comme s'ils étaient vivants. Il se demande s'ils le sont vraiment et si Kagura les a créés. Il découvre alors le cube message de Kagura et l'injecteur de nanomachine. L'ancien humain espère que le cube lui donnera des indices pour comprendre la situation. Il l'active et un hologramme de Kagura apparaît, café à la main. Kagura s'attendait à ce que Jin atteigne ce laboratoire en premier, car c'est le plus proche de son réveil. Le doc explique que dans ce laboratoire, il développait un appareil que les humains n'avaient jamais réussi à créer, même il y a des centaines de millions d'années, et qu'une petite partie de la puissance de l'appareil a été scellée dans l'injecteur pour que Jin l'utilise. Il se félicite de cet accomplissement avant de révéler que l'appareil incroyable dont il parle est en fait un appareil de téléportation. Jamais dans ses rêves les plus fous, il n'aurait pensé que Kagura pouvait construire quelque chose d'une telle envergure, mais maintenant tout commence à s'éclaircir. Argus a dit que des envahisseurs sont apparus dans la ville sans prévenir. Des alarmes retentissent dans sa tête, car celui qui possède cet appareil est sûrement derrière tout ça, surtout avec un zoo de monstres enfermés ici. Puis, il remarque quelque chose d'étrange dans le message du fou scientifique. L'appareil de téléportation original était bleu pur. Si c'est vrai, qu'est-ce que cet appareil rouge devant lui? Juste au moment où l'horloge sonne midi, l'appareil s'active avec un bourdonnement violent. Jin se prépare à affronter le cauchemar qui va en sortir. Au lieu de cela, tous les envahisseurs dans les cages disparaissent instantanément. À la surface, Argus et les chevaliers saints assistent à leur pire cauchemar se dérouler en temps réel. Des centaines d'envahisseurs tombent du ciel sur la capitale royale, comme s'ils venaient de plonger dans un match de Battle Royale. De retour sous terre, l'homme gras se tourne vers Miria avec le sourire le plus creepy imaginable. Il lui demande moqueusement pourquoi elle semble si tendue et impatiente. Miria lui dit froidement de s'écarter à moins qu'il ne demande un combat. Genuinely surpris, Laure Rudement admet qu'il soupçonnait qu'elle l'observait depuis un moment. Malheureusement pour elle, elle a simplement compris trop tard. Quand Miria exige de savoir ce que cela signifie, il déclare calmement que le jour du jugement est arrivé. Le chauve enrobé révèle qu'il comptait retarder cet événement, mais que les deux rats fouinants dans son laboratoire l'ont forcé à agir. La vraie menace pour son plan est Jin. Chaque instinct lui disait que le nouvel instructeur serait un casse-tête, comme le frère de Miria. Il sait déjà que Jin a découvert le passage secret. Décidant qu'il a perdu assez de temps à parler, il conclut qu'il est préférable d'éliminer tous les témoins ici même. Miria presque rit à l'idée qu'il pense pouvoir la vaincre. Un sourire démoniaque se dessine sur le visage de Rudement alors qu'il se vante du pouvoir inimaginable qu'il a rassemblé. Ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'une fille s'approche silencieusement de lui avec un pot plus grand que sa propre tête. Miria transpire nerveusement, déchirée entre la peur pour la fille et le doute sur la réussite de ce plan ridicule. Sans hésiter,
Akama frappe de toutes ses petites forces et écrase la tête pleine de graisse de l'homme. Miria la regarde, choquée, et veut savoir comment elle a trouvé cet endroit. Akama explique rapidement qu'elle est venue chercher Jin. Il y a un chaos total dehors et impossible de sauver tout le monde sans leur gardien. En chemin, elle a croisé Kudo, qui a dit que le professeur est entré dans la salle de stockage récemment. La nouvelle fille se sent un peu coupable d'avoir assommé un enseignant, mais Takama affirme qu'il le méritait. De plus, comme il n'a jamais vu leur visage, elle pourrait facilement rejeter la faute sur la princesse blonde si ça tourne mal. À ce moment-là, Jin arrive enfin en haut des escaliers. Inquiet, il demande ce qui s'est passé, malgré le cochon tombé au sol comme un quille de bowling. Akama le sort rapidement de ses pensées et l'informe que la ville à l'extérieur est tombée dans un chaos total. Il n'est pas du tout surpris, car il sait déjà qu'il n'y a qu'une seule destination où les envahisseurs des laboratoires auraient pu être envoyés. Miria devient pâle en réalisant cela, et tous trois se précipitent dehors sans perdre une seconde. Des incendies ravagent la ville, presque la moitié est en ruine, et des citoyens terrifiés se dispersent alors que l'enfer se déchaîne. Parmi les envahisseurs, un monstre ressemblant à un Vilagax géant se démarque comme le plus fort. Voir son cher foyer réduit à cet état laisse Miria sans voix. Pendant ce temps, Jin ressent le poids de l'échec l'écraser, regrettant de ne pas avoir détruit l'appareil quand il en avait l'occasion. Akama le ramène à la réalité. Elle désigne le monstre tentaculaire qui prépare une attaque dévastatrice sur le palais royal. Pour expier son erreur, Jin utilise l'injection laissée par Kagura. Après l'avoir utilisée, il obtient une version réduite de la téléportation. Le scientifique fou avait expliqué que les nanomachines ne stockent assez d'énergie que pour s'activer une fois toutes les 24 heures. De plus, leur portée est limitée à une courte distance dans le champ de vision de l'utilisateur. Mais ces restrictions ne concernent pas Jin, qui est tout sauf ordinaire. Quelqu'un de son calibre peut pratiquement se téléporter aussi loin que ses yeux peuvent voir. Sans hésiter une seconde, il disparaît et réapparaît directement sur le chemin du faisceau laser massif juste avant qu'il ne frappe le palais royal.